tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde avec la participation de la presse quotidienne régionale. Voici les titres de cette édition. Du Covid dans les eaux usées, la ville de Limoges a lancé une opération quartier par quartier pour voir où le virus circule le plus. Nous avons suivi cette investigation surprenante avec cette à Limoges. Escape Game, même le Covid, la crise du Covid aura permis de fabriquer de nouveaux jeux qui sensibilisent à la vaccination, comme cette Escape Game ludique que nous fait découvrir dans un instant TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Disparus puis revenus, ils avaient totalement disparu de nos massifs au début du XXe siècle. Le gypaète barbu repeuple désormais les massifs de la Haute-Savoie. Nous partirons avec 8 Mont-Blanc à la découverte de cet oiseau des zones de montagne. Enfin, connaissez-vous le Fat Bike, un vélo original à grosses roues? Il est électrique et vous permet de découvrir la montagne tout en pédalant dans la neige. On commence ce journal en nous rendant dans le Limousin où pour la première fois l'analyse des eaux usées a permis de lancer une action ciblée dans la traque de la Covid-19 avec à la clé des analyses beaucoup plus précises dans chaque quartier de Limoges pour voir où le virus circule. Un reportage de Benjamin Delmas de 7 à Limoges sur place. Pour la première fois, l'analyse des eaux usées a permis de lancer une action ciblée à Limoges. Leur analyse a montré une possible montée de l'épidémie de Covid-19 ces derniers jours dans une partie du quartier du Val-de-Laurence. Si l'eau usée est analysée depuis mai dernier pour traquer le virus, le dispositif est monté en régime en ce début d'année avec de nouveaux points d'analyse dans les différents collecteurs. On fait du coup 2 prélèvements par semaine, c'est la moyenne. Par quartier ? Absolument, par quartier, bien ciblé, au niveau des EHPAD, des hôpitaux, voilà. À la clé, des analyses beaucoup plus précises dans chaque quartier pour voir où le virus circule le plus, comme ce fut le cas dans le quartier du Val-de-Laurence. Le virus, en fait, est excrété par les personnes dans les selles. Ces selles vont dans les eaux usées et c'est ce virus-là dont on va retrouver le génome au niveau des eaux usées. Dans le secteur de Jean-le-Bail, des tests ont donc été menés ce mercredi pour les habitants de cette zone. Habituellement, on fait des opérations de dépistage et on regarde si on retrouve le virus dans les eaux usées. Là, on est parti à l'envers, c'est-à-dire qu'on surveille les eaux usées et on a eu un hotspot, donc un taux de virus important dans les eaux usées du quartier Jean-le-Bail. Et donc, nous avons décidé, conjointement avec la mairie, de lancer une action de dépistage et on a eu le soutien de l'ARS pour faire cette action de dépistage. Toujours sur le front du Covid, depuis janvier, la résidence de la Champagne à Troyes attend de pouvoir vacciner ses locataires. Il y a quelques semaines déjà, la direction se préparait à vacciner les résidents volontaires avec un protocole adéquat. Mais en raison de l'impossibilité d'avoir des doses, les rendez-vous n'ont pas été honorés. Les résidents s'impatientent et l'Agence régionale de santé a contacté l'établissement afin de relancer la vaccination des personnes prioritaires. L'établissement troyen peut désormais planifier la vaccination à partir du 1er mars prochain. Un reportage de Canal 32 sur place, regardez. Depuis les premières vaccinations dans l'Aube, le 7 janvier, les résidents prioritaires de cet établissement attendent avec impatience leur tour. Je trouve que c'est inadmissible pour être comme tous les autres Français prioritaires. Nous sommes tous âgés, donc on devrait être vaccinés. Si on tombe malade, tous les gens ici, on va embêter tous les hôpitaux, il n'y aura plus de place pour les autres. Alors qu'on nous vaccine, comme ça on aura la paix. On est tous inquiets pour eux. Je suis inquiète pour eux. Les familles, on est tous inquiets pour eux. C'est important de le faire le plus vite possible parce que justement ça les protège. Au départ, on était prêts à prendre des rendez-vous sur Doctolib pour les résidents, trouver un moyen de transport, les emmener, mais en fin de compte, il n'y a pas de rendez-vous disponible non plus. Ici, la direction est d'ores et déjà prête à organiser sur place, selon ce protocole, une séance de vaccination. Nous sommes prêts, nous avons tout organisé, donc on attend simplement le feu vert. Ce feu vert arrive en fin de matinée via un email de l'Agence régionale de santé. Je vous informe que vous allez pouvoir programmer l'organisation de la vaccination au sein de votre structure à compter du 1er mars 2021. Dès janvier, l'ARS a signalé d'éventuels retards en raison du manque de doses. Dans les EHPAD, résidences ou à domicile, les personnes âgées restent, comme prévu, prioritaires. À un moment donné, vous le savez, on a été contraint de reporter un petit peu la campagne de vaccination de l'Aube. Maintenant, on la reprend et évidemment, les premières doses accessibles seront pour les résidents des résidences autonomie. Ici, la vaccination à venir ne changera pas le quotidien,
Activités en distanciel et absence de repas en commun resteront la règle. Ça ne changera surtout pas les gestes barrières. Aujourd'hui, on a, une organisation très stricte. Ça donnera plus de confort moral à nos résidents et leur contact avec leur famille. Sur les 57 résidents de cet établissement, 45 ont exprimé leur souhait d'être vaccinés. Covid toujours. Depuis la mi-décembre, l'école de rugby de Lumio, à 10 km de Calvi en Corse, a pu reprendre le chemin de l'entraînement dans le respect des gestes barrières, bien sûr. Les jeunes rugbymen corses se sont parfaitement adaptés aux nouvelles contraintes. Grâce au travail des bénévoles du club qui ont adapté les exercices afin de rassurer les parents, les éducateurs permettent aux jeunes de se défouler sur le terrain. Écoutez l'interview de la vice-présidente du club, membre de la Ligue de rugby corse d'ailleurs et de la commission féminine. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est en fait le protocole qui est proposé par la Ligue de rugby, c'est-à-dire c'est le protocole reprise dans les écoles de rugby de stade 3, c'est-à-dire qu'on permet aux jeunes de s'entraîner, de courir, de se dépenser, tout en respectant les règles sanitaires en vigueur. Au lieu d'être un sport de contact, on est devenu un sport d'évitement. Voilà, et on retourne en Nouvelle-Aquitaine avec ces images. Si on assistait à des concerts en live stream, l'association Qui dit quoi, basée à Limoges, propose aux artistes musicaux de remonter sur scène pour des captures vidéo à retrouver en live et en direct depuis son canapé, comme vous pouvez le voir. Et on part en Bretagne maintenant pour une bonne idée, apprendre le métier de commerçant en 3 mois. L'idée du dispositif La Boutique École, c'est une initiative portée par une association dont la vocation est d'accompagner les porteurs de projets. En fait, il s'agit d'une boutique école entre magasins et formation et elle s'est implantée dans un quartier de Lorient depuis plusieurs semaines. Rencontre avec ses apprentis commerçants. Reportage de Karine Chevrelier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. 3 mois pour devenir commerçant, c'est le défi proposé par la Boutique École à Lorient. L'idée, c'est d'être dans une boutique test avec des vraies marges, une vraie caisse, vendre et puis voir si ça fonctionne. Et en fonction de ça, adapter les choses qui ne vont pas. S'il y a des produits qui se vendent mieux que d'autres, peut-être moins investir sur ceux qui se vendent moins pour que le jour où ils devront passer dans leur vrai commerce, c'est le plus de chances possible de réussir. Mais tenir une boutique, cela ne s'improvise pas. Avant d'investir les lieux, les 4 graines de commerçants sont passées par une formation pour appréhender les bases. On a appris beaucoup de choses, merchandising, chalandise, où se positionner selon nos produits, et tout ce qui est les aides à avoir, micro-entreprises, entreprises. Je suis né en Russie, donc les lois ne sont pas pareilles, les règles ne sont pas pareilles, donc ça fait du bien de tout revoir. Petit à petit, on avance et puis on ouvre sa boutique. Une opportunité donnée à 4 porteurs de projets, tous issus de cursus différents et pas forcément en lien avec le commerce. Chacun a son propre univers de vente, mais travailler ensemble permet de gagner en confiance. On a tous eu tout à apprendre, donc je me retrouvais au même niveau que tout le monde, à 0. J'avais besoin de ça en fait, me remettre à niveau, pouvoir avoir la capacité de me reconcentrer, c'était ça le plus difficile pour moi. Reste à chacun de prendre son envol. La prochaine formation est déjà en préparation. En tout, 16 personnes vont bénéficier de ce dispositif sur l'année. Voilà un escape game, je vous le disais dans les titres, pour sensibiliser à la vaccination. C'est le dernier projet piloté et financé par l'Agence régionale de santé à destination du personnel des EHPAD en Gironde. Objectif, informer de façon ludique sur le vaccin contre la Covid-19 et ainsi réduire l'hésitation qu'ont eu certains parfois à se faire vacciner. Immersion au cœur du jeu de la start-up Tricky à l'EHPAD Château-Gardière de Talence. C'est Bénédicte Daud pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, qui s'y est rendue pour nous. Qu'est-ce que vous avez d'autres informations dessus, donc sur ces 3 antivirus ? Plongés dans cet univers futuriste, les 4 employés tentent de percer le mystère des logiciels antivirus, une thématique plus que jamais d'actualité. Plus que B1 et C3. C'est en rapport avec ce qu'on vit, le Covid. Donc c'est bien, ça me permet de voir un peu la complexité d'une tâche comme fabriquer un vaccin. Infirmières, cuisiniers ou encore lingères, les 70 employés de l'établissement sont concernés par l'opération. Des employés pour qui la vaccination n'est pas toujours une évidence. Les professionnels de santé et autres aussi. Voilà, on a des cuisiniers, on a des administratifs qui se posent tout un tas de questions, qui ont des appréhensions sur les effets à court et à long terme de la vaccination. Alors c'était déjà pour la grippe, d'autres vaccins. Et puis là, avec la Covid actuellement, on a remarqué à nouveau cette crainte. Et donc on a souhaité un petit peu travailler là-dessus et leur faire prendre conscience de la nécessité de trier les informations.
Une fois la partie terminée, un débriefing s'impose avec un médiateur de santé. Un temps de parole et d'écoute où chacun aborde ses sentiments quant à la vaccination. Il y a entre 45 minutes et 60 minutes d'exposition dans la phase immersive et 45 minutes ou 60 minutes sur la phase de débriefing, parce que c'est bien l'enjeu de pouvoir libérer la parole et que chaque participant ait le temps de bien réfléchir, de pouvoir exposer les problématiques qu'il vit au quotidien. Au total, 6 établissements girondins font partie du programme. D'ici la fin du mois, 400 employés auront participé à cet escape game. Voilà, regardez ce reportage, il peut vous être très utile maintenant, car quand vous composez un numéro d'urgence comme celui des pompiers ou des gendarmes, tout un processus se met en place pour que votre appel s'adresse à la bonne urgence. L'occasion, dans la Loire, vous allez le voir, de se rendre compte de comment les appels sont réceptionnés et traités. Les pompiers et la gendarmerie nationale du département nous ont ouvert leurs portes. Un sujet d'Adrien Blétry et d'Alice Canive pour la télévision de la Loire, TL7. C'est ici que les appels d'urgence sont réceptionnés chaque jour par les sapeurs-pompiers de la Loire. En tout, sur l'année, ce sont 20% des 300 000 appels qui proviennent du 112. Le centre s'appuie sur un grand open space avec une technologie moderne et repensée. On a pour chaque opérateur des postes informatiques avec de la cartographie, avec des grilles spécifiques d'alerte qui nous permettent d'engager nos moyens. Et on a pour l'ensemble des opérateurs, pour l'ensemble des personnes qui se trouvent dans le centre de traitement de l'alerte, des informations à l'affichage, la carte du département, avec toutes les interventions qui s'affichent. Le 112 peut être composé à partir d'un téléphone fixe ou portable, sans crédit et avec n'importe quel opérateur européen. Il vous permet de joindre les sapeurs-pompiers, le SAMU et la police. On a en interconnexion avec les autres services, donc le SAMU, la police, la gendarmerie, et on pourra se mettre en conférence à 3. Justement, du côté de la police nationale, l'année 2020, si particulière, a provoqué une augmentation des appels du 112. C'est vrai que durant 2020, on est passé à plus 40 appels jour en moyenne. Donc les chiffres ont été augmentés par l'effet de la crise sanitaire. 3/4 des appels sont des demandes de renseignement, mais depuis la crise sanitaire, la police nationale constate une augmentation des violences physiques dans les familles, qu'elles soient confinées ou non. Un couvre-feu à 18h est très contraignant, malgré ce qu'on peut penser, parce que les gens qui travaillent sont au travail jusqu'à 18h. À 18h, il faut qu'ils rentrent chez eux et donc ils sont, on va dire, un peu confinés. Donc sans compter ceux qui télétravaillent qui ne sortent plus. Et tous les appels provenant d'un téléphone portable est géolocalisé par la police nationale. Bonjour Michel Picot, c'est le moment de la rubrique Éco-Région dans le Grand JT des Territoires, avec toujours ces entreprises Made in France que vous nous présentez. Alors de quoi s'agit-il cette semaine ? Bonjour Cyril, bonjour à vous tous. La crise sanitaire nous contraint bien souvent à rester à la maison pour télétravailler. Mais beaucoup se heurtent à un problème de taille, notamment dans un appartement en ville, c'est le manque de lumière naturelle. Nous travaillons bien souvent avec des lampes de bureau, faute de mieux. Et pourtant, il existe une solution. Elle a été mise au point à Lille, elle s'appelle Espaciel. Le principe est tout simple. Installer à sa fenêtre ou balcon un réflecteur de lumière naturelle, une sorte de miroir qui va réfléchir la lumière naturelle pour la projeter finalement à l'intérieur de votre logement. Et le succès a été au rendez-vous bien avant la crise sanitaire d'ailleurs. Il faut savoir qu'en France, 1 maison sur 5 est exposée au nord, donc assez loin de la lumière du jour. Aujourd'hui, la start-up lance un nouveau panneau réflecteur intelligent car il va suivre la courbe du soleil tout au long de la journée. Une manière originale de laisser entrer le soleil dans sa maison et surtout de se faire du bien. Le soleil est d'une importance fondamentale pour la santé, pour le rythme biologique, le cycle du sommeil, la synthèse de la vitamine D ou encore la sécrétion de sérotonine. Voilà, j'ose le dire, une idée lumineuse, made in Lille, qui non seulement peut vous faire du bien, mais qui permet aussi d'économiser de l'électricité. Merci Michel Picot, rendez-vous dans une prochaine édition du Grand JT des Territoires. Voilà, je vous le disais dans les titres, l'oiseau, le gypaète barbu, avait totalement disparu de nos massifs au début du XXe siècle. Mais avec la mise en place d'un plan de réintroduction dans les années 90, l'espèce est de retour dans son environnement naturel. En Haute-Savoie, c'est le Conservatoire des espaces naturels qui est en charge de leur suivi. Un organisme qui a d'ailleurs enregistré plusieurs pontes dans le centre d'élevage cette année. Une première, une explication avec ce reportage d'Emmanuel Jo pour 8 Mont-Blanc. Regardez. Depuis 25 ans déjà, les gypaètes barbus réinvestissent peu à peu les Alpes. Cela grâce à un projet de réintroduction européen qui a d'ores et déjà permis à une 50aine de couples de s'installer dans l'arc alpin.
Et parmi les premiers sites à avoir séduit un de ces couples, la falaise du Bargy sur les hauteurs du Reposoir. Un lieu toujours surveillé aujourd'hui afin de comprendre et suivre l'évolution de cette population. Pour garantir une gestion optimale de l'animal, l'observation n'est pas le seul outil du Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Depuis les années 85, si je ne dis pas de bêtises, Aster gère aussi un centre d'élevage avec des oiseaux, des gypaètes en captivité. Et l'objectif, c'est qu'ils se reproduisent et du coup de relâcher ces poussins, que ce soit pendant longtemps en Haute-Savoie, mais on participe aussi aux efforts de lâcher dans toutes les Alpes, également dans le Massif central, en Espagne, en Corse, voilà, puisque l'objectif, c'est de recoloniser tout le pourtour méditerranéen. Si aujourd'hui en France, 18 couples sont connus et suivis, ce nombre pourrait bien augmenter avec la ponte de 3 femelles du centre d'élevage cette année. Pourtant, la prudence reste de mise, l'hiver étant une période critique pour l'espèce, synonyme d'accouplement, et rendant donc les rapaces plus sensibles à leur environnement. C'est une espèce très sensible, déjà qui se reproduit très lentement, c'est-à-dire que les oiseaux ils sont adultes que vers 7 ou 8 ans, donc ils ne se reproduisent pas avant, et en moyenne ils produisent un poussin par couple tous les 3 ans. Donc si en plus on rajoute nos perturbations humaines, liées à un passage d'hélico qui va effrayer l'oiseau qui va s'envoler, donc on essaye de sensibiliser tous ces acteurs en fonction des sites, puisque différents sites ne vont pas avoir les mêmes types de perturbations. Une communication essentielle qui permet d'année en année de pouvoir faire croître la population des gypaètes dans nos massifs comme dans tout l'arc alpin. Voilà, en regardant ce journal, vous êtes peut-être près d'un repas, donc ce sujet va vous intéresser. Il s'agit de la création d'une nouvelle spécialité gastronomique et elle est sartoise. Car bientôt ce département pourra se vanter d'avoir une nouvelle spécialité culinaire. C'est en tout cas le projet de Gwenaël L'Huissier. L'éleveur de la poule Le Mans, une race 100% sartoise, a rassemblé autour de cette ambition des producteurs, des restaurateurs et des apprentis cuisiniers du département. Ils se sont rencontrés pour la première fois début février au lycée hôtelier Funet Hélène Boucher et Margot Bianco pour Via LMTV Sarthe y était bien sûr pour nous. Au menu de cette création gastronomique, des produits du terroir sont imposés. Le sarrasin, le cresson, le vin janière, mais aussi la volaille du Mans et les rillettes. On a une potée un peu populaire qu'on retrouve dans différentes régions de France. Là, l'idée, c'était de mettre vraiment en place un plat d'un bon niveau gastronomique qui représente tout simplement l'histoire de notre département, de nos beaux produits justement, et celle des chefs qui s'évertuent à faire les choses le mieux possible. 8 chefs restaurateurs prennent place à la table du projet de Gwenaël L'Huissier, aux côtés de 2 vignerons et d'un spécialiste des rillettes. Un encadrement rêvé pour les apprentis cuisiniers des lycées Sainte-Catherine et Hélène Boucher, impliqués dans cette brigade exceptionnelle. C'est enrichissant et de se dire qu'on pourra inscrire un plat typique de la région, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Si la phase de réflexion autour d'une spécialité gastronomique sartoise ne fait que commencer, les chefs ont déjà des idées plein la tête. C'est quand même un département rural, beaucoup d'éleveurs, des maraîchers. Voilà, le mettre en avant, je trouve que c'est bien, quoi. Je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas vu autant de chefs dans un même endroit. À part la vente à emporter en ce moment, on n'a pas beaucoup de contacts. Donc cette soirée-là, je pense qu'elle va rester un petit peu gravée pour l'instant. Et puis on va faire qu'améliorer le projet à partir de ce soir. L'élaboration de la future spécialité sartoise devrait être prête pour le printemps et on en a déjà l'eau à la bouche. Voilà, et regardez ces images qui nous proviennent du groupe La Dépêche en Occitanie. Après 7 mois de voyage dans l'espace, le rover Persévérance a atterri sur Mars jeudi 18 février dernier. 7 minutes de stress pour les ingénieurs toulousains du CNES qui ont travaillé sur le robot. Parmi eux, l'astrophysicien Sylvestre Maurice nous décrypte la mission de Persévérance sur la planète rouge. Il a été interviewé par Agnès Grimaldi pour nos partenaires sur place de La Dépêche à Toulouse. Le but ultime de la mission Persévérance, c'est de collecter sur Mars, pour la première fois, des échantillons dans des petites éprouvettes. Voilà, exactement ces éprouvettes, à l'intérieur de laquelle nous aurons, pour chaque éprouvette, une quinzaine de grammes de Mars. Il y aura 30 éprouvettes, moins d'1 kilo à rapporter sur Terre d'ici 2031.
Vous avez vu ces images spectaculaires dans l'énoncé des titres tout à l'heure en début de journal, avec les remontées mécaniques à l'arrêt. Le Fat Bike, c'est un vélo à assistance électrique, trace sa route sur la neige. Une nouvelle activité sportive et de loisirs lancée par Laurent Caon, accompagnateur en montagne, que l'on peut découvrir à la station de Gérardmer. C'est Marie-Danielle Rogovitz et Hélène Leplat pour Via Vosges qui ont testé ce nouveau Fight Bike. Regardez. Là on a un beau vélo bien musculaire, nous ce qu'on veut c'est le mettre en mode mobilette. Pour ça on a un petit capteur sur la gauche, donc on essaye d'anticiper. Dès qu'on voit que ça monte un petit peu, on utilise, on clique un petit peu avec notre pouce, comme ça mettra une vitesse de plus en plus facile. C'est le dernier né dans la famille des vélos et avec les remontées mécaniques à l'arrêt, le Fat Bike à assistance électrique avec ses pneus énormes va sans peine tracer sa route sur la neige. Il a fait son arrivée dans les Vosges et on peut le découvrir à la station de Gérardmer. Ça existe aussi sur le sable, les FAT, c'est des gros pneus surdimensionnés avec une basse pression, donc un peu mou, c'est pas des pneus gonflés à bloc, surtout pas. Et puis ça permet d'avoir une bonne stabilité. Le Fat Bike, c'est encore un peu de sport, mais surtout beaucoup de plaisir. Et l'assistance électrique est une aide précieuse. Il faut le temps d'adaptation quand même, mais non, franchement ça se fait facilement. On est bien stable avec les pneus, c'est sympa, ça freine bien et ça monte super bien aussi. L'assistance électrique fonctionne vraiment très bien. Le massif se prête bien à cette discipline avec ses pentes douces, certes plus faciles à pratiquer sur une neige compacte que dans la poudreuse. Alors Laurent et son équipe proposent des circuits sur des pistes damées. Ça reste du vélo électrique, mais il faut quand même avoir un minimum de conditions physiques. Vous avez bien vu, on fait quand même un peu de montée au départ, après on est sur un petit plateau, et ensuite on finit par une petite descente sur les pistes de ski. Et ce 4x4 des vélos est à l'aise partout et par tous les temps, alors il a de beaux jours devant lui. Là il y a de la neige, s'il n'y en avait pas on pourrait quand même faire l'activité, proposer une alternative pour les vacanciers qui viennent à Gérardmer ou dans les Hauts-de-Vosges. Et pour son premier hiver dans les Vosges, ils sont nombreux à vouloir l'essayer. Le Fat Bike électrique sur neige marquera, c'est sûr, de son empreinte ses vacances de février. Nous allons prendre la direction de la chapelle du Genêt dans le Maine-et-Loire maintenant pour nous pencher sur un livre baptisé Regard. Cet ouvrage regroupe plusieurs dizaines de témoignages de familles touchées par le cancer pédiatrique. Et cette famille, la famille Adebeau, nous a reçus chez elle avec sa fille Anne-Laure, aujourd'hui heureusement en rémission. C'est un reportage qui est signé de Frédéric Lamy pour TLC à Cholet, regardez. Et si le fait d'écrire un livre au sujet de la maladie de votre enfant vous permettait d'exorciser en quelque sorte cette douloureuse épreuve? La question se pose, elle s'est posée du moins pour Emmanuel Adebeau, qui a vécu une leucémie à travers les yeux de sa fille, à peine âgée de 14 ans à l'époque des faits. Cette maman de 3 enfants n'était pas destinée à prendre sa plume, mais le destin en a décidé autrement. L'idée de ce livre, elle est venue d'un papa qui habite dans l'Oise, qui est journaliste, qui s'appelle Laurent Lalo, avec qui j'étais en contact sur les réseaux sociaux parce que ce papa a eu un fils qui a eu une leucémie. Et il a lancé l'idée l'été dernier de faire un livre collaboratif sur les cancers pédiatriques. C'est comme ça qu'est venue l'idée du livre et la rédaction du chapitre que j'ai consacré à ma fille. 34 familles au total se sont retroussées les manches et ont endossé le rôle d'auteur pour la bonne cause. L'idée était d'évoquer la maladie sans tabou et le combat qu'elle représente pour l'enfant, la famille et l'entourage. Alors le chapitre consacré à Anne-Laure a pris pour base des écrits que j'avais déjà faits. J'avais créé une page Facebook privée pour nos proches où je donnais des nouvelles, où je donnais mon ressenti. Et donc, ça m'a paru tout naturel de reprendre ça comme base et de décrire comment j'avais ressenti ces 2 années de traitement lourd qu'avait subi Anne-Laure pour sa leucémie. Une dizaine de pages relatent le combat d'Anne-Laure, dont le 17e anniversaire aura lieu le 2 mars prochain. Aujourd'hui en rémission, cette jeune femme que l'on pourrait qualifier aisément de guerrière ou de combattante garde paradoxalement une image légère de sa maladie. Moi, je l'ai bien vécu. En vrai, pour moi, ça s'est très bien passé parce que j'ai quand même vécu des bons moments en même temps avec d'autres personnes qui étaient dans le même état que moi. Oui, j'étais optimiste. Je me disais que c'est comme ça, quoi. On peut rien y faire, on peut pas changer le destin, donc autant profiter de chaque instant en tant que comme ça, quoi.
Profiter de chaque instant, relativiser les petits soucis du quotidien, aimer plus que se battre. Nous avons finalement tous beaucoup à apprendre de la philosophie de ces enfants ayant vécu une maladie grave. Anne-Laure, elle, a repris le cours de sa vie. Elle attend maintenant de découvrir les différents témoignages qui composeront le livre. Et puis regardez ces images qui nous proviennent de la Côte d'Azur avec le 5 km Hercules du Monaco Run qui a eu lieu dimanche dernier. Il a été remporté par Joshua Cheptegei chez les hommes et Béatrice Chepkoekek chez les femmes. La Kenyane signe par la même occasion un record du monde. Ce sont des images d'Émilie Rousseau et d'Alexandra Marangoni pour Monaco Info. Voilà, et puis regardez ces images qui nous proviennent de Martinique. La baie de Fort-de-France va accueillir donc la 15e Transat Jacques Vabre. Sur la route du café, la course à la voile transatlantique a choisi la Martinique pour la première fois de son histoire. Cette transat est suivie chaque année par 830 000 spectateurs. Après le Brésil, le Costa Rica, la Colombie, cette transatlantique arrive pour la première fois aux Antilles, toujours sur cette route du café. L'annonce a d'ailleurs été faite lors d'une conférence de presse simultanée au Havre et à Fort-de-France. Cette transat prendra son départ au Havre le 7 novembre prochain. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition du Grand JT des Territoires sur vos chaînes régionales et locales de la TNT et sur TV5 Monde. On se retrouve pour une prochaine édition. Bon courage à tous.